Prendre soin de nos animaux, ça passe aussi par faire appel à des experts quand c'est nécessaire. Mais quand on n'y connaît pas grand-chose, pas facile de savoir à quel professionnel faire confiance. Et c'est là que la formation prend tout son sens. C'est pourquoi je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui de l'Institut Bonaparte, le sponsor de cet épisode. Depuis plus de 40 ans, il forme au métier animalier, notamment celui d'auxiliaire spécialisé vétérinaire, en formation initiale ou en alternance, dans plus de 10 campus en France. Ce que j'aime, c'est qu'ils ne se contentent pas seulement d'enseigner la théorie, mais ils mettent un vrai accent sur la pratique et le bien-être animal pour former nos futurs pros. Et surtout, ils font évoluer leur formation pour rester connectés aux besoins du terrain. La grande nouveauté, c'est qu'ils lancent leur formation d'ostéopathe animalier sur Marseille dès la rentrée 2026-2027, la seule en France qui est encadrée par un vétérinaire. Et dès janvier 2026, ils ouvriront aussi un centre de soins d'ostéopathie animale dans le 15e arrondissement de Paris, où tu pourras te rendre avec tes compagnons, sans oublier le symposium annuel qui se déroulera le 3 avril 2026. Alors je te laisse noter toutes ces dates dans ton agenda et te rendre sur le site de l'Institut Bonaparte pour en apprendre un peu plus sur leur formation. Et je te laisse prendre rendez-vous avec eux si tu le souhaites. Bienvenue sur Allo Pets, le podcast qui t'aide à comprendre et prendre soin de tes animaux. Je t'emmène avec moi à la rencontre de super pros qui viennent partager avec nous leur expertise. Éducation, comportement, alimentation et bien-être pour créer une vraie relation avec nos compagnons, mais surtout apprendre à mieux les comprendre. Je suis Romane, propriétaire peut-être comme toi, qui se pose de nombreuses questions sur nos animaux. Alors si toi aussi tu veux devenir un super pet parent, abonne-toi et découvre chaque mois une nouvelle thématique. Ça fait maintenant plus de 8 ans que je connais le métier d'ostéopathe animalier, que j'ai découvert grâce à ma sœur Camille qui exerce cette profession. Et pourtant, même après toutes ces années, je me rends compte qu'on est encore nombreux à être surpris que cette pratique qu'on connaît bien pour les humains, elle existe aussi pour nos animaux. Souvent, on ne sait pas vraiment pourquoi on devrait faire appel à un ostéopathe animalier, ni dans quel cas il peut vraiment aider nos animaux. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous faire découvrir cette incroyable profession et surtout pourquoi on devrait tous aller voir un ostéopathe pour nos animaux et pas que pour nos chiens et pour nos chats. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Charles Balmer qui est vétérinaire, formateur et a travaillé avec de nombreuses espèces à travers le monde entier. Charles a appris l'ostéopathie auprès du docteur Dominique Gignot, le vétérinaire qui l'a introduite en France. Depuis toujours, il croit en la complémentarité et en la collaboration indispensable entre nos vétos et nos ostéos pour soigner nos animaux. Avec cet épisode, tu vas enfin mieux comprendre cette pratique et qui sait peut-être te donner le déclic. Alors installe-toi bien, l'épisode va commencer. Salut Charles! Bonjour Romane. Bienvenue sur Allo Pets, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors écoute Charles, je te laisse te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Ok, écoute, moi aussi je suis ravi d'être là avec toi. Donc je m'appelle Charles Balmer, je suis vétérinaire depuis un bon moment maintenant. J'ai travaillé avec bon nombre d'animaux et j'ai été spécialisé dans la médecine équine et la chirurgie équine que j'ai pu pratiquer en France et à travers le monde, dans divers endroits comme au départ à l'école militaire, puis à l'ENE à Saumur, au Cadre Noir, avec qui j'ai voyagé, avec les chevaux. J'ai monté ma propre structure aussi dans le sud de la France, dans le Gard exactement, ce qui m'a permis de travailler avec l'Espagne, avec les Émirats, notamment pour les chevaux d'endurance. Puis ensuite, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à l'étranger, au Canada et aux États-Unis, où j'ai travaillé aussi comme véto, mais plutôt du côté de l'industrie pharmaceutique. Et en revenant en France il y a quelques années, je me suis consacré à une passion. J'étais marié avec une ostéopathe. J'ai toujours travaillé avec des ostéopathes animaliers dans mon travail en équine. Et pour moi, il était évident de continuer à travailler ensemble. Et une école d'ostéopathie m'a proposé de monter une filière d'ostéopathie animale dans une école d'ostéopathie humaine, ce que j'ai fait. Et puis depuis peu, après avoir monté cette école-là, je suis en train de monter une autre école et cette fois-ci avec encore beaucoup de plaisir parce que c'est à Paris, en plein centre de Paris. Donc là, c'est un nouveau challenge pour moi, des nouveaux élèves, des nouveaux professeurs, tout a recommencé, mais toujours un vrai plaisir de travailler en collaboration avec les ostéopathes. Et du coup, avec ta casquette de vétérinaire et de formateur, comment ça se passe ?
Alors en fait, ce qui m'a très intéressé quand je suis rentré des États-Unis, c'est de reprendre l'enseignement. Alors je n'ai jamais enseigné dans les écoles vétérinaires, mais j'ai enseigné à beaucoup de gens. J'avais déjà enseigné à des Ok. infirmières vétérinaires, j'ai enseigné à des jockeys quand j'étais jeune véto, à Maison Lafitte, à la FASEC, à Aix-en-Provence quand j'étais aussi dans le coin. J'ai enseigné à des gens des soins vétérinaires, j'ai enseigné dans l'industrie pharmaceutique à des vétérinaires et à du personnel de l'industrie comment se servir de certains médicaments que l'on importait d'Europe vers l'Amérique du Nord. Et là, Ok. enseigner en fait ce que je sais à des jeunes qui vont faire 5 ans d'études, puisqu'on en parlera tout à l'heure, et à un très bon niveau, bah ça aussi pour moi c'était un vrai challenge. Et passer son savoir à mon âge, bah franchement c'est un grand plaisir de tous les jours en plus, vraiment. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler du métier d'ostéopathe animalier? Est-ce que c'est un métier du coup qui est réservé aux vétérinaires ou est-ce que on peut être ostéopathe sans être vétérinaire? Bon, j'ai déjà la réponse, mais Bon, peut-être que tu pourrais nous expliquer comment ça intervient en fait entre ces deux pratiques-là, ces deux profils. bien sûr, en fait, bah, c'est bien que toi tu aies la réponse, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas pour l'instant. Eh oui. Donc comme je te disais, moi j'ai toujours été en contact avec des ostéos dans ma pratique équine notamment. Euh, Si je refais un peu mon historique, j'ai eu la chance d'être à l'école vétérinaire à Maison-Alfort à une époque où la personne qui a amené l'ostéopathie animalière en France, qui s'appelle Dominique Gignot, travaillait au centre de Grosbois avec le docteur Richard Cord et j'ai fait des stages là-bas, j'ai pu l'avoir lui comme enseignant entre guillemets, même s'il faisait pas partie de l'école vétérinaire, mais il nous a montré autre chose que ce qu'on avait en cours, puisque c'est, moi j'appelle ça une médecine, mais c'est une partie de la médecine vétérinaire qui n'est pas du tout enseignée dans les écoles vétérinaires. Même si les élèves en entendent parler de plus en plus, ce n'est pas enseigné dans les écoles véto. Donc des vétérinaires, suite à leurs études de vétérinaire, peuvent se former comme ostéopathes en allant suivre en fait un cursus post-études vétérinaires dans certains lieux qui sont agréés par l'État et qui leur D'accord. permettent, sur un cursus d'à peu près 2 ans, 18 mois exactement, d'aller régulièrement, un week-end par mois, se former à l'ostéopathie animale sur à peu près toutes Ok. les espèces aussi. Donc, évidemment, des vétérinaires peuvent se dire ostéopathes. Des vétérinaires ont le droit de pratiquer l'ostéopathie de par leurs études. Après, l'ostéopathie, faut jamais l'oublier, comme pour l'ostéopathie humaine, c'est un travail de la main, c'est un travail de longue haleine qui s'apprend, qui prend du temps. Et mes amis vétérinaires ostéopathes, généralement, en font une spécialité et au-delà, c'est-à-dire que la plus grande partie de Ouais. leur activité, ça devient de l'ostéopathie animale, plus que d'un cabinet vétérinaire normal. Pourquoi? Parce qu'il faut entraîner sa main régulièrement. En ce qui concerne les élèves non vétos qui voudraient devenir ostéopathe. Donc depuis quelques années, c'est possible. Il y a un décret qui est paru en 2017, qui est appliqué maintenant depuis 2020, où en fait, des personnes non vétérinaires sont autorisées à pratiquer l'ostéopathie animale sans être vétérinaires, à partir du moment où ils ont suivi un certain cursus, qu'on détaillera, je Ok. pense, petit à petit, et dont en fait la validité de leurs connaissances va être confirmée par un examen national qui est dirigé par l'Ordre national des vétérinaires et qui leur fait passer un examen écrit et un examen pratique, justement pour voir si leurs compétences sont propres à en fait l'exercice de l'ostéopathie animale en ce qu'on appelle la première intention. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'auront pas besoin d'une ordonnance d'un vétérinaire pour travailler une fois qu'ils auront été Ok. confirmés dans leur pratique. Donc, tout vétérinaire ne pratique pas forcément l'ostéopathie. Certains sont spécialisés dans l'ostéo et il y a aussi des ostéopathes qui ne sont non vétérinaires qui pratiquent à 100% l'ostéopathie animale, comme ma sœur du coup. Ben exactement. Pourquoi c'était important pour toi aujourd'hui de venir nous parler d'ostéopathie avec ta casquette de vétérinaire? Ben, c'est vrai que je me permets d'en parler parce que je vis entouré d'ostéopathes depuis, bah, de par ma situation familiale et puis aussi de par mon travail maintenant. Et puis même avant, dans mon travail, je ne pouvais pas, moi, soigner des chevaux sans avoir régulièrement affaire à des ostéopathes. Mais à l'époque, comme je le dis, et je parle de plus de 30 ans en arrière, c'était très, très compliqué avec le système qu'il y avait d'enseignement de cette médecine. C'était très compliqué de trouver des gens compétents
pour plusieurs espèces, voire pour les chevaux, et qui savait en gros pratiquer l'ostéopathie de manière globale, ce qu'on appelle l'ostéopathie crânio-sacrée, plus ou moins, mais qui était capable de prendre en charge un animal complètement et de comprendre avec le vétérinaire ou avec le maréchal Ferrand qu'est-ce qu'on avait ressenti, pourquoi on avait besoin d'eux, et d'essayer de confirmer avec nous un diagnostic et de pouvoir résoudre les problèmes que nous, on pouvait pas résoudre juste avec des médicaments. Donc moi, j'ai toujours travaillé avec ces gens-là. Par contre, pour trouver des gens à l'époque compétents, et ce n'est pas par dédain que je dis ça, mais c'était très très compliqué. Parce que les gens pouvaient se former sur un week-end, 15 jours, à l'étranger pendant 3 mois, puis arriver et dire « je peux faire de l'ostéopathie ». En fait, ce qui a généré à un certain point des plaintes, d'après ce que j'ai compris, au niveau du ministère de l'Agriculture, en tout cas qui sont remontées jusque-là, et c'est là que le ministère a décidé de légiférer sur cette profession. Les vétérinaires ne l'enseignant pas, mais certaines écoles en France, toutes privées, le faisant déjà, et essayer d'avoir un compromis entre ces écoles qui forment ces élèves et puis les vétérinaires qui vont quand même vérifier l'état des connaissances avant d'aller laisser des gens s'occuper d'animaux vivants, sensibles, euh, bah, qu'on ne veut surtout pas faire souffrir et, et à qui on doit le respect dans les soins comme on le doit à un humain, comme on le doit à n'importe qui. Si tu peux expliquer l'ostéopathie pour quelqu'un qui n'y connaît rien, comment tu définirais l'ostéopathie pour animaux? Ça, pour moi, c'est une question toujours piège, parce que si tu regardes, en plus comme veto, et si tu regardes les différentes définitions qui vont être données, et je prends des choses très simples, hein, par l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement français, le syndicat des ostéopathes humains, tu vas pouvoir avoir au moins 5 ou 6 définitions de l'ostéopathie, qui vont arriver tous évidemment au même but, mais qui sont, quand on les regarde bien dans les termes et dans des termes même médicaux, euh, assez diverses. Moi, je vais essayer, et j'espère que je froisserai personne, mais de dire ce que j'en pense, c'est-à-dire que je pense qu'il faut l'ostéopathie, en fait, va, pour reprendre des termes qui ont été enseignés dès le départ, faire travailler la structure et la fonction. C'est-à-dire qu'en gros, on travaille dans l'anatomie et la physiologie. L'anatomie va te décrire quelque chose sur un animal, vraiment en poids, volume, couleur, etc. Et la physiologie va t'expliquer comment cette partie de l'animal fonctionne. Bah, l'ostéopathie, c'est ça la différence entre la structure et la fonction. Et donc l'ostéopathe va remettre en fonction une structure dont justement cette fonction peut-être s'est arrêtée ou a diminué en intensité. Et donc ça peut être du mouvement, ça peut être au niveau de là aussi des termes ostéopathiques, on va entendre beaucoup, c'est le mécanisme de l'artère, c'est-à-dire de la vascularisation. Et donc en fait, on va redonner du mouvement par l'ostéopathie et par ses mains, avec son travail avec ses mains, à quelque chose qui aurait perdu ce mouvement. Parce que ton organisme, il a besoin d'un mouvement constant pour justement garder des constantes en permanence qui régulent son état général. Et cet état général, bah, toi comme moi, on a une température constante, par exemple, qu'on va garder normalement toute notre vie. Et puis quand on est malade, bah, soit cette température, elle baisse, soit elle monte. Et c'est pareil avec notre tension artérielle. Donc on a un tas de facteurs comme ça dans notre organisme qui dépend là aussi d'un tas d'organismes extérieurs peut-être qui vont venir nous agresser. Eh bien, nous, on va répondre, notre organisme va répondre, et l'ostéopathe, lui, par ses manipulations, va essayer de remettre en place beaucoup de choses. Voilà à peu près, moi, ce que je pourrais en donner comme définition. Voilà. Pour que aussi tout le monde comprenne, parce qu'on peut aller dans des termes scientifiques, mais c'est pas le but. L'objectif, c'est qu'on puisse aussi comprendre comment l'ostéopathie peut faire du bien à nos animaux. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où vient cette pratique, depuis quand elle existe, on connaît très bien l'ostéopathie pour les humains, un peu moins l'ostéopathie pour les animaux. Donc, ce sera intéressant que tu nous expliques aussi comment c'est arrivé en France et peut-être ailleurs, puisque tu as beaucoup voyagé tout au long de ton parcours pro. Tout à fait, c'est très très intéressant, c'est quelque chose dont je me doutais pas du tout au départ quand j'ai travaillé avec des ostéos et sans moi m'y être intéressé plus que ça au début. Donc je parle de médecine parce qu'au départ en fait cette médecine elle a pris naissance aux États-Unis. Alors avec un monsieur qui s'appelle Andrew Taylor Still,
alors là aussi, il y a plein, je vais pas rentrer dans la polémique, mais il y a plein de gens qui vont dire que sa formation médicale, à l'époque, on parle du 19e siècle, n'était pas parfaite. Il avait suivi son père qui soignait des Indiens dans des réserves ou des choses comme ça. Mais en fait, lui, médecin, chirurgien ou autre, mais en tout cas à l'époque soignant, a décidé justement de mettre des bases d'une nouvelle thérapie manuelle pour régler des problèmes qu'il n'arrivait pas à régler de façon ce qu'on appelle allopathique à l'époque, des médicaments ou de la chirurgie ou des choses comme ça. Donc cette personne a mis cette structure au point. Donc on était dans la fin des années 1800, 1900, jusqu'à ce qu'il y ait plusieurs collèges d'ostéopathie qui prennent naissance aux États-Unis, qui soient acceptés dans pratiquement tous les États. Dans mon souvenir, la Californie était un des derniers à accepter ça. Et puis petit à petit, donc cela s'est développé. Ce sont des médecins qui exerçaient en gros cette profession, en tout cas dans leur art, avec le reste de la médecine. Et puis ça a été controversé. Et puis il y a d'autres écoles plus ou moins qui se sont mêlées à ça, des avis un peu différents. Et puis je vais prendre un raccourci où, en gros, cette médecine à un moment est arrivée en Europe parce que certains Ouais. élèves d'Andrew Taylor Still se sont déplacés par là. Alors là aussi, il y a des tas de choses qui disent par rapport à des plaintes, des choses qu'ils auraient mal faites ou des choses comme ça. Moi, j'ai pas la vérité là-dessus. Mais par contre, qui sont venus en Angleterre notamment, puisque la langue aide évidemment cette Eh proximité, mais oui. en Europe, commencer à expliquer ce type de médecine et puis de mettre en place aussi d'autres techniques. On a commencé à parler du crâne. Je vais pas citer tous leurs noms, mais qui ont étudié les os du crâne parce qu'ils pensaient que ça bougeait. Et puis après, on a parlé du bassin, enfin de plein de choses, jusqu'à ce que, venant d'Europe, les gens qui enseignaient là ont enseigné aussi à des Français. Et tout ça, on parle évidemment toujours en humaine, hein, on ne parle même pas en animal à l'époque. Hein. Ok. Et donc, et donc, les Français sont allés se former, sont allés écouter ce que disaient ces gens. Les gens aussi ont voyagé et sont allés un peu, notamment une femme qui s'appelle Viola Freeman, puisque ça a été une des dernières qui avait connu les grands maîtres et qui a enseigné à certains des maîtres qui sont encore vivants en France, parce qu'on parle là de plusieurs siècles, en fait, de temps. Et donc, ces gens-là ont petit à petit aussi amené cet enseignement en France. Mais là aussi, partout dans le monde, là où il a été amené, il n'a pas été accepté de la même façon, il n'a pas été légiféré de la même façon, il n'a pas été Mhm. pratiqué par les mêmes personnes. Si en ce moment, à l'heure actuelle où on se parle, bah, tu vas aux États-Unis et tu vas faire soigner ton animal en ostéopathie, bah, t'as plein de gens, ils savent même pas ce que c'est que l'ostéopathie aux États-Unis. En tout cas, pour les animaux, par exemple, et c'est pas Ouais. pratiqué par des ostéopathes, c'est pratiqué par ce qu'on appelle des chiropracteurs, voire des médecins, des rhumatologues, etc. Et là aussi, les termes sont très importants dans l'acte que l'on peut porter sur cette pratique. Donc, la législation est différente en Suisse pour les humains, elle est différente en Belgique, elle est différente en France, elle est différente en Angleterre, elle est différente aux États-Unis, elle est différente partout dans le monde. C'est pour ça qu'il y a des définitions différentes aussi de l'ostéopathie. Ouais. Des personnes qui ont des diplômes qui sont reconnus dans un pays ne peuvent pas forcément exercer dans d'autres. Et donc, bah, on est déjà là dans quelque chose qui n'est pas en fait une norme mondiale. En ce qui concerne l'animal, comme je t'ai un peu expliqué, ça a commencé beaucoup en Angleterre avec justement des ostéopathes humains qui étaient aussi des ostéopathes animaliers qui se sont intéressés à l'animal. D'où le vétérinaire dont j'ai parlé, Dominique Géniaud, qui est allé s'intéresser à ça, lui, en traversant la frontière, en allant en Angleterre, et puis qui a ramené une partie de ça, encore une fois, ce qu'il avait pu entendre de certaines personnes en France, mais uniquement pour s'occuper de chevaux. Dominique, c'était son truc, c'était s'occuper des chevaux. Mais il n'a pas été non plus pris très très au sérieux à l'époque. Moi, j'étais à l'époque à l'école quand il était là. Il y a plein de gens qui le prenaient pas du tout au sérieux, Dominique. Il a écrit des livres, il a formé des gens qui ont amené justement l'essor de l'ostéopathie et tout d'abord au niveau équestre. Donc les équins se sont emparés de ça parce que ils ont vu des résultats pratiqués par des vétérinaires ou des non-vétérinaires sur leurs chevaux et ça les a intéressés beaucoup, beaucoup. Mais là, toujours, on parle d'il y a plus de 30 ans, et sur les chiens, les chats, il y avait très peu de choses qui étaient faites. Vraiment très, très peu. Et bien faites. Ok. Pareil sur les chevaux, d'ailleurs. Et puis donc, petit à petit, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, la législation a dû se mettre en place parce que des gens pratiquaient quelque chose dont qu'ils n'étaient pas capables de pratiquer, dans des mauvaises conditions, en faisant de faux diagnostics.
Et au lieu de laisser travailler, je vais parler de ça, mais des charlatans, on a essayé de normaliser en fait, en tout cas les études là-dessus. Et maintenant, on essaie de contrôler au mieux les gens qui Eh vont oui. prendre en soin nos animaux, qui fassent pas n'importe quoi. Ouais. Voilà. Et c'est bien que tu parles d'études parce que je pense que ceux qui nous écoutent n'ont pas forcément de connaissances sur combien d'années d'études il faut qu'on fasse pour devenir un ostéo pour animaux. Mhm. Qu'est-ce que ça implique? Moi, j'ai été très surprise aussi quand j'ai vu ma sœur qui était en plein dans ses études il y a quelques années, qui devait apprendre euh, tout ce qui tournait autour de chaque animal. Donc nous, en tant qu'humains, quand je pense que du coup, tu es bien au courant, mais en tant qu'humain, on est tous formés pareil. Les animaux sont Ouais. tous différents, ils ont un squelette différent. Donc, les étudiants en ostéopathie animale apprennent le squelette de la tortue, le squelette du lapin, du cheval, du chien, du chat. Enfin, c'est quand même extrêmement conséquent comme étude. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça Ouais. se déroule, combien de temps on met pour devenir ostéopathe? Je vais commencer vraiment par un début tout bête, mais ce qui est très très important maintenant pour être ostéopathe animalier, il faut d'abord avoir un baccalauréat. Voilà. Mhm. Sans ce bac, quel qu'il soit pour l'instant, il n'y a pas de norme qui dit c'est un bac scientifique ou autre chose. Quel que soit ce bac, il Mhm. faut un bac. Et en fait, sans ce bac, on ne pourra pas passer l'examen national. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il va falloir faire des études, oui. Parce que, encore une fois, à la fin de ces études, vous allez prendre en charge des animaux, ce qu'on appelle en première intention. Donc vous allez devoir dire de votre propre chef et de votre propre conviction, je peux prendre en charge cet animal de façon ostéopathique, c'est-à-dire avec mes mains, évidemment ma tête, parce que ça, on réfléchit beaucoup en ostéopathie, on a beaucoup de ressentis, ou je ne peux pas, ou c'est pas de mon ressort, et donc il va falloir que je fasse appel à, j'en sais rien, un éducateur canin, un comportementaliste, un vétérinaire évidemment, un maréchal ferrant, une autre personne qui sera plus apte que moi à prendre en charge l'animal dans des soins qui vont être les meilleurs pour lui, dans les meilleures conditions. Encore une fois, il ne faut jamais perdre de vue que la médecine n'a pas une obligation de résultat, mais a une obligation de moyens. Quand on prend un animal et quelque chose de vivant en charge, on s'en occupe avec tout ce que l'on peut mettre en œuvre pour lui. En tout cas, on essaye. Si on rate, on a le droit de rater, sauf si on a mal pratiqué. Et donc, comment faire autrement que d'apprendre à des étudiants, en gros, la médecine ostéopathique, qui est en très fort lien avec la médecine vétérinaire, sans Et connaître ouais. un minimum de médecine vétérinaire. Donc oui, Mm. ces étudiants vont devoir faire 5 ans d'études après le bac, s'ils sortent du bac pour faire leurs études, et puis ils vont apprendre l'anatomie, la physiologie, les pathologies, la parasitologie. Et là, par contre, alors on est en train de travailler avec un syndicat qui s'est regroupé entre les écoles, puis une personne qui a été nommée par le ministère de l'Agriculture, qui est un ancien directeur d'école vétérinaire, qui s'appelle le docteur Marc Goni, et un comité d'ostéopathes animaliers, déjà tous en place, à la création d'un vrai référentiel de métier, de compétences, et puis je l'espère de formation. Parce que tout cela n'existait pas vraiment avant, de façon formelle. Même le métier n'avait pas son référentiel. Donc on travaille depuis 1 an maintenant là-dessus, à beaucoup. Tout le monde s'investit très très fort là-dessus, pour que toutes les écoles, parce qu'il en existe beaucoup sur le marché, arrivent à peu près tous à former les élèves en gros de la même façon, pour qu'ils soient tous compétents en sortant des écoles, et évidemment à la fin qu'ils réussissent cet examen. Parce que pour l'instant, les écoles n'ont pas de système de contrôle d'État, comme ça existe en ostéopathie humaine. L'État ne veut pas s'en mêler. Ce que je peux comprendre, c'est au départ, ça ne doit pas être son rôle. Les vétérinaires ne sont pas chargés de ça non plus. Les vétérinaires sont chargés uniquement de cet examen et donc de relever les compétences des élèves qui vont sortir de ces écoles-là. Et donc, dans ces écoles, il va y avoir, là aussi, euh, plusieurs types d'enseignements en fonction de la définition de l'ostéopathie que l'on a, des professeurs que l'on va avoir, de ce que l'on veut donner comme cours. Mais en gros, le législateur va demander à des élèves après le bac de faire 5 ans d'études pour apprendre toutes les matières ostéopathiques, toutes les matières vétérinaires, évidemment pas la chirurgie, pas à prescrire des médicaments, puisque ça, l'ostéopathe n'a pas le droit. L'ostéopathe ne peut travailler qu'avec ses mains, et comme je le dis toujours, sa tête, mais ne peut pas prescrire. Mais il doit reconnaître ce à quoi il a affaire lorsqu'il prend un animal en charge. Donc s'il a affaire à une maladie infectieuse, qu'il est dans un élevage de chevaux, de bovins, de moutons ou de chèvres, il va bien falloir qu'il comprenne ce qu'il a devant lui pour pouvoir le déclarer,
comme le font les vétos, et surtout ne pas le transmettre à d'autres animaux qu'il va voir dans la journée. Et ça nécessite des années d'études. Ça s'apprend pas tout seul. C'est long. 5 ans, c'est un minimum. Et pendant ces 5 ans, même pour la main, pour se faire la main, puisque c'est comme ça en humaine depuis Ouais. des années maintenant, à travers de nombreux pays, franchement, quand on voit les élèves au bout de 5 ans, on est content, et eux aussi sont contents d'y avoir passé 5 ans pour apprendre ça. Parce que ça peut pas s'apprendre en 5 minutes, ou en tout cas en 1 an ou en 2 ans, ça c'est pas vrai. Il y a encore des possibilités de faire ces études en 3 ans quand on a déjà une licence ou un master, ce qui moi me semble très compliqué. Mais bon, voilà, il y a encore des écoles qui proposent ça. Ça après on fait, ça existe, c'est possible dans la législation. C'est très compliqué d'apprendre tout ça en 3 ans. Quand on voit la charge de travail que l'on donne à nos élèves de la première à la 5e année, on voit que c'est beaucoup. L'État nous Ouais. demande d'avoir au minimum 1200 heures par an. Alors, ceci représente en gros 55% de présentiel, 45% de éventuellement travail à la maison, de stage, etc. Mais ça, je peux vous Ok. assurer que pour donner, donc en gros, au moins 800 heures de présentiel par an à des élèves, ils sont au moins 4 jours par semaine, de 9 heures à 17 heures à l'école ou en pratique avec les animaux. On pourra discuter de ce qui se passe dans les écoles, mais on peut pas faire ça une semaine par mois ou 15 Non, c'est jours même par sûr. mois. C'est impossible. Pour moi, en Et tout cas. la pratique est hyper importante parce que la théorie c'est une chose, mais la pratique c'est tout aussi important. Je reviens plutôt à la position des pets parents que je Oui, oui, représente sur le podcast et c'est pour bien ça sûr. aussi que qu'on parle de d'ostéopathie aujourd'hui. C'est pour permettre à toutes celles et ceux qui connaissent pas encore forcément la pratique de l'ostéopathie et ses bienfaits, de pouvoir aussi comprendre les bienfaits de l'ostéo sur nos animaux. Pourquoi, selon toi, aujourd'hui, on connaît encore trop peu ce métier et pourquoi, pourquoi il y a ce manque d'information ou ce manque de connaissances sur un métier qui est pourtant indispensable à mes yeux pour nos animaux. Mhm. On est d'accord. Pourquoi? Alors, donc il y a une vraie différence là à faire entre le monde équestre et le Oui, reste des animaux. c'est vrai. Parce que eux, les hippiatres, comme on dit, ou tous ceux qui vont en gros s'occuper de chevaux, connaissent les ostéopathes depuis, je Ouais. vais pas dire la nuit des temps, mais depuis des années, depuis en gros que ça existe, quoi. Voilà. Euh, pour ce qui est des autres animaux, pas trop, parce que ça a été très peu enseigné, sauf dans certaines écoles à l'époque. Et puis, ce n'était pas quelque chose, pourquoi on va faire ça à un chien, un chat, c'était pas du tout quelque chose qui était fait. Alors que c'est une médecine qui se développe beaucoup, de plus en plus, sur les chiens, les chats, les petits animaux de compagnie, et aussi beaucoup chez les bovins. Puisqu'on parle là aussi Ouais. d'une médecine, encore une fois, qui redonne du mouvement, essaye de repérer un problème et va essayer de réparer ce problème, le relancer quelque chose, la vie dans une structure, la fonction d'une structure, avant qu'elle s'arrête. Donc on parle plus ou moins de médecine préventive. Donc c'est là aussi où l'ostéopathie a son importance. On en reparlera aussi, mais on peut la pratiquer à n'importe quel âge pratiquement chez les animaux, à n'importe quel stade de la vie, mais pas de la même façon. Et donc on essaye justement d'éviter que les gens tombent malades, ou bien évidemment on peut aussi remettre quelque chose en place s'il y a quelque chose qui a été en dysfonction, bien évidemment. Mais donc, pourquoi elle n'a pas été autant développée que ça sur les petits animaux? Parce qu'en fait, elle était pratiquée par très peu de gens sur les petits animaux, parce que très peu de gens s'y intéressaient, et quand je parle de très peu de gens, je parle des ostéopathes de l'époque, qui étaient formés surtout sur les chevaux, et qui n'allaient même pas pratiquement penser s'occuper des chiens. Et puis petit à petit, c'est venu, puis les résultats ont été là aussi de la pratique, Mhm. et donc certains pets parents ont demandé tiens, ton chien, il a ça, il allait pas bien, qu'est-ce que tu as fait? Donc là aussi, ça a fait boule de neige. Et puis quand même, depuis quelques années, depuis plus de 10 ans maintenant dans les écoles, on apprend toutes les espèces. En tout cas, dans certaines écoles, on apprend toutes les D'accord. espèces. On se met avec nos élèves à apprendre, comme tu l'as dit, le squelette de tout le monde, les muscles de tout le monde. Et un chien, c'est un carnivore, ça fonctionne pas comme un herbivore. Une vache a pas le même nombre d'estomac qu'un cheval, qui a des estomacs différents, qui fonctionnent différemment parce qu'il digère pas la même chose qu'un chien ou qu'un chat. Et donc tout ça, c'est des techniques qu'on doit adapter au travail aussi que fait l'animal. Un chien qui fait du canicross, c'est pas un chat qui vit dans un appartement. Un cheval qui saute des obstacles, c'est pas un cheval qui fait de l'endurance. Une vache allaitante, c'est pas une vache laitière. Donc tous ces animaux-là ont des besoins différents.
des pathologies différentes qui sont liées à leur mode de vie, à leur structure et à leur fonction. J'en reviens toujours à ça. Et ben c'est ça qu'on essaye de remettre en place pour chaque animal. C'est en train de changer. Grâce à toute cette révolution dans ce monde ostéopathique et à ces réglementations, on voit de plus en plus de pets parents faire appel à des ostéopathes pour leurs petits animaux de compagnie. Sur le premier école que j'ai monté dans le sud de la France, on avait un centre de soins où on voyait les ostéopathes voyaient entre 4 et 5 000 chiens et chats par an. Donc on a commencé vraiment à démontrer que ça fonctionnait. Sinon, on n'aurait pas de gens qui seraient revenus nous voir régulièrement. Et la demande, elle est là. Je vais faire un parallèle avec quelque chose qui n'est pas fait par les ostéos, mais qui est fait par contre par les vétos. Les pets parents, j'en suis sûr, et peut-être tu auras l'occasion de parler, ou tu l'as déjà fait, avec des vétos qui font ce qu'on appelle de la physiothérapie. Parce que je pense que c'est très lié à l'ostéopathie. C'est une discipline qui se développe énormément au niveau vétérinaire, qui se développe même dans des cliniques spécialisées là-dedans, à côté d'autres cliniques vétérinaires, avec de l'hydrothérapie, de la laser-thérapie et de la rééducation sur des plateaux oscillants ou des choses comme ça, qui est faite par des vétérinaires, par des assistantes vétérinaires à qui on peut déléguer certains actes en physiothérapie, et qui évidemment va passer par l'ostéopathie. Si tu me permets de faire juste une petite digression, oui, vas-y, je t'en prie. les pets parents, ils connaissent l'ostéopathie très souvent pour eux, pas forcément pour leurs animaux. Mais il y a beaucoup de gens maintenant qui sont passés entre les mains d'un ostéopathe humain. Ils sont aussi passés entre les mains d'un kiné. Bah là, par exemple, il y a une grosse différence. Un kiné va rééduquer une pathologie. Là aussi, parce qu'on lui a indiqué qu'il fallait rééduquer un genou, une épaule, etc. Est-ce qu'il va prendre en charge la totalité du corps du patient? Pas forcément, sauf s'il est ostéo aussi, parce que les kinés peuvent être ostéo en humaine. Eh bien, la différence là aussi entre la physiologie vétérinaire et l'ostéopathie vétérinaire, c'est que l'ostéopathe va remettre en place des choses de façon générale et peut, par exemple, préparer un animal à une certaine physiothérapie. Si vous cherchez à rééduquer une articulation qui n'est pas en place, alors si elle a été remise en place par un chirurgien, pas de problème, mais s'il y a eu une petite luxation ou quelque chose et qu'elle est toujours pas remise en place, et là l'ostéo il peut vraiment travailler avant le physiothérapeute, eh ben ça ne fonctionnera pas. Vous allez aggraver la lésion plutôt que de la remettre en place. Donc là, le travail en commun des physiothérapeutes vétérinaires et des ostéos, pour moi, il est primordial. À Montpellier, j'ai eu la chance de participer à la création à côté d'un CHV d'une clinique de physiothérapie où les ostéos vont travailler avec en permanence, ne font pas du tout le même travail, mais ont très très bien compris tous ensemble qu'ils avaient besoin. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a d'excellents chirurgiens orthopédiques à côté qui font d'excellentes chirurgies, mais une fois que la chirurgie est finie, il faut rééduquer le muscle, il faut rééduquer l'os, il faut rééduquer le tissu autour. Parce que l'ostéopathie, c'est une question de tissu. On touche extérieurement un animal qui a plusieurs profondeurs, des tissus différents, et on va essayer de remobiliser chacun de ces tissus. L'os est un tissu, le sang est un tissu. Donc, toutes ces choses-là, on peut les rééduquer, mais avant, il faut qu'elles fonctionnent pour être rééduquées comme il faut. Voilà un peu tous les parallèles qu'on peut faire et pourquoi c'est nécessaire chez nos animaux de compagnie. Parce que de plus en plus, on joue avec eux, ils chutent, ils courent avec nous, ils font du sport avec nous. Évidemment, comme nous, ils se blessent, ils se font un peu mal, ils ont des courbatures, ils se font des petites entorses, des petites luxations, qui peuvent être prises en charge par les vétos, bien évidemment. Mais si on s'est déjà fait traiter par un ostéopathe humain, on peut comprendre l'utilité sur son animal. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et il ne parle pas non plus. Donc, c'est important aussi d'aller faire des check-up réguliers parce que c'est comme ça aussi qu'on peut voir qu'il y a un souci en soi. Exactement, comme tu le dis très bien, ils vont rien te dire. Alors déjà en médecine vétérinaire, tu vas déterminer toi-même. Et en ostéopathie, justement, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on va aller chercher leur ressenti. Et justement, nous on entraîne aussi nos élèves avec des ostéopathes humains qui leur font ressentir entre eux, sur eux, certaines choses. Parce que justement, quand on commence sur un animal, la palpation, sans parler de traitement ni quoi que ce soit, en première année, deuxième année, troisième année, nos élèves ne traitent pas. Ils sont, on va dire, en contemplation et en palpation pour comprendre comment ça fonctionne. Mais par contre, ils vont pouvoir mettre leurs mains et à différentes profondeurs. L'animal ne va pas leur répondre directement pour leur dire
où ils sont dans les profondeurs du tissu. Alors que s'ils travaillent entre eux, s'ils atteignent quelque chose de douloureux, un nerf, un os, une contracture musculaire, et qui vont trop profondément créer une douleur, l'humain va pouvoir leur dire. Évidemment, un cheval, un chien, un chat va se rebeller si on lui fait mal, évidemment. Mais néanmoins, l'apprentissage sur soi, entre guillemets, entre nous, nous permet ensuite d'appréhender les animaux sans justement aller chercher une réaction, mais essayer de comprendre ce que l'on ressent Et ouais. avant la douleur, avant une souffrance, avant quelque chose, ou bien de reconnaître une souffrance, de la prendre en charge et de la libérer. Mais ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure, sur 1 an, 2 ans, 3 ans d'études et en travaillant pas sa main, personnellement, je sais pas comment on peut Et arriver à faire oui. bien ce métier. Voilà. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, pour tous ceux et celles que ça intéresse, j'avais accueilli Nicolas Desvart, Nico D'accord. Veto, qui est assez connu sur les réseaux, où on avait fait Mhm. justement un épisode sur la Ah, physiothérapie très bien. et l'importance de la physio aussi. Donc, c'est très complémentaire entre vétérinaire, physiothérapeute, ostéopathe, et on voit. En fait, à chaque fois, je le remarque et encore plus chaque jour, c'est la complémentarité des métiers et l'importance de faire travailler les métiers les uns avec les autres. C'est comme ça qu'on a vraiment une prise en charge globale de l'animal, aussi bien sur l'aspect physique, émotionnel, etc., qu'on a parfois qu'on met un peu de côté, mais qui pourtant est indispensable pour le bien-être de nos animaux. Et donc, je reviens sur l'ostéo. Oui, oui. Si je comprends bien et pour qu'on comprenne bien tous, l'ostéo est fait pour tous les animaux. Mais quand je dis tous les animaux, c'est que ça peut aller de la tortue au serpent jusqu'au taureau ou à la chèvre. Alors écoute, oui, alors la tortue, le serpent, là tu prends des cas quand même extrêmes. Le Ouais. squelette de la tortue est attaché à sa carapace. Donc là, on Mm. va avoir certains problèmes pour certaines parties aussi du squelette. Euh, le serpent aussi, il y a évidemment au niveau vertébral des choses, mais on a surtout des problèmes de mâchoire que l'on peut essayer de résoudre aussi avec l'ostéopathie. Je vais pas détailler chaque animal. Mais bien sûr, on peut essayer de pratiquer cette médecine. Elle est même pratiquée sur certains animaux sauvages. Il y a des ostéos anglais qui ont écrit des livres qui sont très connus, qui pratiquent sur des éléphants, sur des animaux vraiment exotiques. Le gros problème sur les animaux sauvages, c'est qu'on doit pratiquer sur des animaux normalement vigilants, pas endormis, parce que sinon ça change totalement la structure et donc la Ok. fonction et donc le ressenti. Mais des fois, on n'a pas le choix pour soigner un animal blessé sauvage, il va falloir l'endormir et éventuellement l'ostéopathe va pouvoir repartir là-dessus pour relancer une vascularisation sur un membre qui a été blessé ou des choses comme ça. Mais après, quand on parle de tous les autres animaux, bien sûr, et de tous les âges. Alors évidemment les chevaux, évidemment les chiens, évidemment les chats. Pour les chats, souvent plus difficile. Un chat n'est pas aussi facile forcément à manipuler qu'un chien. Et puis il aime pas qu'on l'emmerde, tout simplement parce que on est dessus, parce qu'ils se sont pris. Puis après, là aussi, nous justement dans les écoles, le gros intérêt, c'est que par exemple quand on a des chats même compliqués qui viennent, on peut mettre des élèves pendant 1 heure, 2 heures dessus, 3, 4 fois, avant de pouvoir réaliser une consultation. Mais on a passé du temps, on a des élèves qui ont passé du temps sur un animal pour essayer de lui faire comprendre comment on va l'aborder, qu'est-ce qu'on veut faire avec lui. Et généralement, après 1, 2, 3 séances, on peut faire une séance d'ostéopathie complète. Alors ça, c'est vrai qu'un ostéopathe dans son cabinet va pas pouvoir prendre ce temps-là, à moins que les gens soient prêts, évidemment, à lui payer le temps passé. Mais c'est beaucoup plus compliqué d'avoir affaire à un animal qui est très réactif, pas d'accord avec ce qu'on veut lui faire, qu'avec un animal plutôt passif et qui va se laisser faire. Mais dans les écoles, dans nos centres de soins, on est capable de prendre ce temps-là avec certains élèves. Pas pour se faire blesser ni quoi que ce soit. Il y a des chats pour qui Ouais. ça sera très compliqué, mais des chiens Mais c'est aussi. là que c'est là que le domicile est aussi important. C'est qu'il y a beaucoup d'ostéopathes qui font du domicile et justement l'animal Tout est à dans fait. son environnement de confiance, on va dire. Ça peut permettre peut-être de le mettre plus en confiance pour une première séance. Il y a des pour et des contre. Pas pour le faire. De toute façon, c'est très bien d'aller au domicile pour soigner un animal. L'histoire, c'est qu'à son domicile, il est chez lui. Donc, il est lui en position plutôt de Eh force. oui, Toi, tu rentres là, tu vas être invasif chez lui et sur lui. Donc, il y en a qui vont moins bien l'accepter. ok. Alors que au cabinet, ils vont être un peu plus craintifs et des fois, ce sera plus facile. Généralement, on n'a pas du tout le même rapport chez un ostéopathe en consultation que chez un vétérinaire.
Mais là aussi, le mauvais souvenir de la prise en charge, qui parfois est en clinique vétérinaire, est un mauvais souvenir pour l'animal, va déteindre sur celle de l'ostéo. Mais j'ai aussi déjà eu des histoires où des chiens qui se laissaient très bien faire après une séance ostéopathique n'étaient pas du tout agréables parce qu'ils n'avaient pas aimé du tout cette séance. Donc, encore une fois, là aussi, c'est, Ok. mais vous avez tous des animaux, tu en as, j'en ai, s'occuper d'un animal, c'est le prendre en charge comme il est, au moment où il est, l'accepter comme il est, avec toute la complexité que ça demande. Mais si on le fait dans le bon sens, on n'aura pas de problème à traiter un animal en ostéopathie, à partir du moment où on lui fait pas mal. Là aussi. Ça, c'est très Eh important. oui. C'est Parce vrai que que ça peut être une question l'ostéopathe ne va pas qu'on se pose. tranquilliser ni. Alors, Mm. la souffrance animale, elle est de plus en plus liée, même à l'ostéopathie. Tu vois, là, j'étais aussi avec un gros groupement vétérinaire qui a donc des cliniques à travers toute la France et qui vient de mettre en place, au sein de toutes ces cliniques, une formation pour tout son personnel pour que les animaux qui rentrent et qui sortent des cliniques soient le moins stressés possible. Et Alors voilà. ça nous vient des États-Unis, hein, ça fait 10 ans aux États-Unis, moi j'ai connu ça à New York, etc., ou même à l'excès, c'est-à-dire qu'ils mesurent le niveau de stress d'un animal quand il rentre dans une clinique, et quand il en sort, s'il est plus stressé, il rembourse les gens. Donc on en est à un point Ouais, ok. incroyable aux États-Unis, mais ça existe des cliniques comme ça à New York. Mais c'est en train de venir aussi en France, parce que la prise en charge de l'animal ne peut pas se faire contre Mm. lui. C'est pas possible. Parfois Ouais, je oui, suis totalement bah, d'accord. et là, le vétérinaire va intervenir, va tranquilliser, va endormir pour pouvoir faire de vrais examens. Et c'est là où sont les limites justement de l'ostéopathe. Et c'est là où il doit reconnaître ses limites. Forcer sur un animal et ne pas arriver à ce qu'on veut, mais insister, ça ne sert à rien. Il faut faire appel Eh à oui. quelqu'un d'autre qui va utiliser d'autres méthodes et qui va complémenter ce que fait l'ostéo. Et c'est là où justement dans l'enseignement, je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure, où bah moi, je suis veto évidemment, donc mes élèves entendent parler le veto souvent, mais je suis pas le seul veto à enseigner pour eux. Ils ont beaucoup d'ostéopathes qui leur enseignent aussi, et on travaille tous ensemble. Tous les ostéopathes avec qui je travaillent dans des cliniques vétérinaires. Tous. Parce que Eh seuls, ils oui. peuvent pas travailler. C'est pas vrai. Mm, mm, On mm. ne soigne pas tout seul. Et souvent, des vétos leur ont demandé de venir travailler avec eux. Parce qu'ils voyaient, ils avaient besoin d'autre chose que ce que eux faisaient. Donc, pourquoi pas? Tout ce que tu dis là me fait penser beaucoup au medical training. C'est quelque chose que Ouais. qu'on peut mettre en place avec nos animaux qui peuvent parfois avoir la crainte d'arriver chez le véto avec les griffes qui traînent sur le carrelage ou le chat qui, dès qu'il rentre dans la caisse, sait directement qu'il va aller chez le vétérinaire. Le medical training, ça peut aider Ben, pour bien les sûr. justement les animaux qui ont peur d'aller dans ces lieux-là qu'ils ont assimilés à du stress en fait. Et ça peut être un moyen aussi peut-être d'appréhender et de vivre mieux ces moments-là. Et aussi ce que tu dis me fait penser au fait que c'est aussi un moyen de savoir si le pro auquel on fait appel est bon ou pas, non? Alors, enfin, je Bon, vais pas changer un forcément dans tout la petit peu ton technique, mot, mais dans l'approche. exactement, mais dans Ouais, l'approche. Et alors, tu es bon aussi si tu corresponds à l'attente de l'autre, entre guillemets. Parce que tu as des gens qui vont attendre et qui vont aimer, alors je vais pas parler de violence évidemment, mais que tu sois, entre guillemets, ferme avec leur animal parce que eux ne le sont pas. d'accord, Et ok. là, je parle pas du tout de violence, hein. Je parle juste de, parce que tu as des animaux sans aucune violence, mais juste par ce que tu es en toi, ce que tu vas leur faire passer, l'énergie que tu as, vont se comporter totalement différemment avec toi qu'avec leur propriétaire ou avec le veto. Parce que tu n'es Mhm. pas la même personne, parce que tu ne l'as pas abordé de la même façon. Et donc, il y a des Ok. ostéos qui vont convenir, comme il y a des formats qui vont convenir. Ce que j'explique moi toujours à mes élèves, c'est qu'ils auront, entre guillemets, la clientèle de pets parents qui méritent. S'ils sont d'une certaine façon, ils auront une clientèle de cette façon-là. Et s'ils sont d'une Mhm. autre, ils auront un autre type de clientèle. Après, évidemment, chacun est différent. On peut avoir des moments aussi. Tu vois, j'étais ravi ce Ouais. matin dans cette nouvelle école avec un nouveau professeur. On rentre dans une écurie où on n'était pas encore allé. Et la première chose que cette professeure inculque aux élèves, c'est leur attitude, quelle attitude ils doivent avoir, quelle attitude est là par rapport au cheval, par rapport à qu'est-ce que c'est, quand ils l'ont regardé, il est comment, il est bien, il est stressé, il regarde partout, il a compris ce qu'on voulait faire avec lui, et tant qu'on n'a pas eu cette communion entre l'animal et le soignant, ben on n'y va pas.
on va d'abord faire passer ce message-là. Et après, tout va aller très très bien. On a eu un jeune cheval de 2 ans, à peine débourré, qui était pas facile au box, donne pas les pieds, etc. Puis on s'est mis autour, puis hop, et puis on a commencé à pouvoir faire, mais tout ce qu'on voulait dans un rond de longe avec lui, avec d'autres chevaux autour, etc. Et ils étaient très surpris parce que il est pas comme ça quand on fait les soins avec lui au box. Bah voilà, Mais c'est de la confiance et de la coopération. bah voilà, avec son animal, c'est comme ça en permanence. Si tu tires sur la laisse tout le temps parce qu'il veut pas marcher, au lieu de tirer sur la laisse, il faut essayer de comprendre pourquoi il veut pas marcher. Et puis là, il est peut-être fatigué, tout simplement. Mais si tu lui tires dessus, ça sera encore pire. Parce qu'il pourra Et pas ouais, marcher. bah Puis il a oui. son avis, puis il va le faire savoir. Il va le faire savoir. Et oui, mais d'où l'importance aussi de comprendre, de mieux comprendre nos animaux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se déroule une séance d'ostéopathie pour celles et ceux qui n'ont jamais encore eu recours à de l'ostéopathie pour leurs animaux? Et Mhm. est-ce qu'il y a des choses à savoir avant de prendre un rendez-vous, à préparer pour le rendez-vous le jour J? Alors on va dire au départ les mêmes choses que pour un rendez-vous si on a l'habitude d'aller chez le vétérinaire. Si l'animal a un carnet de santé, bah c'est bien de l'avoir. Si on a toute son historique, c'est très bien et c'est quelque chose, je sais à quoi tu es très sensible, que l'historique de l'animal Oui. peut s'il pouvait le suivre partout, ce serait très très bien. Donc essayez d'amener le plus d'informations possible que l'on peut avoir et donner aux soignants ces informations. C'est vrai que on ne va pas, mais l'ostéo demandera et préviendra avant, on ne va pas prendre en charge un animal qui est malade, évidemment, qui a de la température, qui tousse, qui a des otites ou des choses comme ça. On va toujours référer au vétérinaire avant. On va pas avoir un animal juste après un vaccin, ou bien lorsqu'il est sous traitement avec quel que soit le traitement, sous antibiotiques, sous anti-inflammatoires, à moins qu'on ait une discussion avec le vétérinaire avant et qu'il ait dit bah oui de toute façon je suis obligé de faire ça mais tu vas pouvoir quand même le prendre en charge. Euh, Prendre un animal en ostéopathie pour traiter justement sa fonction, sa structure et remettre en mouvement quelque chose qui est sous médicament, donc avec des produits qui vont modifier cet état de façon artificielle, ça n'a à mon avis pas trop d'intérêt. Et au contraire, dans certaines manipulations, si l'animal ne sent rien, on peut peut-être aller un peu trop loin. Là, je parle des jeunes ostéos ou des élèves parce qu'ils n'ont pas encore l'habitude. Un ostéo qui sait ce qu'il fait, il va jamais aller normalement trop loin dans le mouvement parce qu'il va sentir tout de suite où il en est et s'il a replacé ou pas les choses dans leur état. Mais voilà, c'est des tas de choses comme ça. Après, évidemment, donc ça va être des pathologies qui vont empêcher la truc, mais le praticien, l'ostéo, sera très à même de vous le dire. Évidemment, il devrait vous le dire avant, mais il y aura une discussion avant, comme quand vous prenez un rendez-vous avec un vétérinaire, et il vous dira si ça va ou pas. Puis vous pouvez avoir aussi, à l'inverse, après des séances, une légère fatigue, des tas de choses, parce que bah, là aussi, si vous êtes déjà passé entre les mains d'un ostéopathe, on n'est pas le même avant et après. Ah ouais. Et puis les jours avant et après, on n'est pas les mêmes. Après, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter systématiquement les animaux après un traitement. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. À partir du moment où on a bien fait son travail, où on a relancé toutes les choses, bah, l'animal, il peut toujours être en mouvement sans l'arrêter complètement. Évidemment, on va pas aller refaire un canicross ou l'alpirode juste après. C'est pas ce que je veux dire. Mais encore une fois, c'est une médecine comme les kinés. Vous voyez des ostéos sur les terrains de sport, vous voyez des ostéos sur les terrains de football, de tennis. Remettre en place quelqu'un et cette personne, cet athlète va tout de suite après reprendre le sport. Donc c'est pas quelque chose qui empêche quoi que ce soit, si c'est bien fait, encore une fois. Et puis, je ne sais pas si, mais on peut en parler là aussi. Quel que soit l'âge, on peut avoir affaire à l'ostéopathie pour son animal. Moi, j'aime Et beaucoup, oui. justement, notamment même les très jeunes animaux qui ont subi un traumatisme systématique à la naissance, à la mise bas, que ce soit des veaux, des poulains, des chiots, des chatons. Oh, mais l'ostéopathe là-dessus, il a un travail extraordinaire à faire. Et puis, le corps est tellement je veux dire, souple et réceptif à ce moment-là. Alors là aussi, il faut savoir travailler, il faut pas faire n'importe quoi. Mais si on sait faire, bah, on a tout intérêt à faire dès le plus jeune âge. Encore une fois,
Et en ouais. respectant des règles très très précises, pas en faisant n'importe quoi, évidemment. On pourrait se poser la question d'ailleurs, est-ce que l'ostéopathie, ça fait craquer? On voit d'ailleurs, il me semble que c'est un chiropracteur qui fait ça, un Allemand, où les vidéos sont très spectaculaires. Et Voilà. je me demande d'ailleurs si tout le monde ne pense pas que cet homme-là est un ostéopathe et donc associe l'ostéopathie à du cracking, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que Ouais. l'ostéopathie fait craquer systématiquement ou pas? Et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de faire ça? Alors en fait, craquer systématiquement, non. Craquer, oui, ça peut faire partie de l'ostéopathie. On a des ostéopathies différentes, comme je le disais. Ce qu'on va, dans un langage un peu plus ostéopathique, le cracking, on va appeler ça une ostéopathie qu'on appelle structurelle. Donc là, on va bouger de la structure. D'accord? On va pas la laisser toute seule se remettre en place ou l'aider. On va, clac, on va aller la remettre en place. Euh, Ce qu'on voit sur les réseaux, pour moi, c'est dramatique. Et puis c'est aussi dramatique pour celui qui le fait, qui se met en danger en permanence, qui a sa figure face à la tête d'un chien à qui il fait des choses qui un jour il va se faire agresser, un jour vous le verrez plus sur les réseaux. C'est, enfin voilà. Et à mon avis, il s'est déjà entraîné plusieurs fois sur cet animal avant de le faire. Mais ça, pour moi, ce n'est pas raisonnable. Après, bah, les ostéopathes humains peuvent faire du cracking, on peut le faire sur les animaux. Le structurel, par contre, ça se fait pas sur n'importe quel animal. Sur les très jeunes ou les très vieux, ou un chien qui a de l'arthrose, qui n'a qui là aussi est très difficile à diagnostiquer uniquement avec ses mains pour l'ostéo, mais si on a une aide diagnostique veto, on sait par exemple qu'on a affaire à un travail sur un chien qui a 12-13 ans, qui a déjà eu des radios, qui a déjà été diagnostiqué avec de l'arthrose, mais là on va pas aller lui faire craquer les cervicales ou autre chose, alors qu'on sait qu'il n'est pas en bon état. Quand je reprends un exemple veto, mais c'est la même chose. Vous amenez un animal en chirurgie un matin, vous le récupérez le soir. Et si vous avez subi vous-même des chirurgies, vous le savez. Si vous avez été maltraité pendant que vous dormiez, pris par les pattes, emmené par des liens à droite à gauche, traité d'une certaine façon, bah, si vous avez 2 ans, 5 ans ou 15 ans, je parle pour un chien par exemple, bah, vous serez pas dans le même état le lendemain, hein. Et vous Eh pouvez vous ouais. réveiller même avec des bleus parce qu'on vous a cogné contre une table et tout. Donc, bah, la manipulation d'un animal, elle se fait en fonction de son état physique, de son âge, d'une éventuelle pathologie sur laquelle on est obligé de passer, entre guillemets, puisqu'on va le prendre en charge dans l'état où il est, mais on va pas faire les mêmes traitements à ce moment-là. Donc faire craquer, oui, pourquoi pas. La façon de, enfin, ce que l'on voit beaucoup là sur les réseaux, franchement, je ne vois pratiquement pas l'intérêt. Et en tout cas, on peut pratiquer une ostéopathie bien plus douce avec les mêmes résultats la plupart du temps. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire à partir de quel âge on peut aller voir un ostéopathe et pour quelle pathologie l'ostéo peut aider? Alors, on en a parlé un tout petit peu, mais c'est vrai que pour moi, presque n'importe quel âge. À partir du moment où il se déplace un peu, où on voit justement une nécessité, un trouble, j'en sais rien, dans la démarche, dans le comportement ou dans la stature, ça peut être intéressant de parler à un ostéo. Évidemment, à un veto aussi, mais peut-être que l'un renverra vers l'autre ou vice-versa, mais ça peut être vu, et ça peut être vu encore une fois toute la vie. On a déjà traité et eu à traiter des animaux même très vieux, avec des problèmes tumoraux par exemple, parce que ça arrive quand même beaucoup chez les vieux chiens. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ils sont pas opérables. Est-ce qu'on peut nous arriver à soulager des tensions avec l'ostéopathie? Est-ce que parce que le vétérinaire, bah, avec ce qu'il fait, ça suffit pas. Mais comme il peut pas opérer, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Alors très souvent, on va relancer de l'énergie, une vascularisation d'une tumeur. Donc est-ce que l'on va faire du bien ou du mal? Là aussi, ça va être quelque chose qui va devoir être pris en considération, en discutant avec les propriétaires, en discutant avec les vétérinaires. Il y a très peu d'études scientifiques sur certains points d'ostéo, mais il y a eu des études scientifiques, notamment chez les rats, sur la vascularisation des tumeurs ou des choses comme ça, et on a vu que les manipulations à ce niveau-là relançaient une certaine vascularisation. Est-ce que Ok. ça va aider la tumeur à progresser ou est-ce que ça va au contraire la calmer? Mais est-ce que en détendant les tissus tout autour, on va redonner une certaine aisance et un certain bien-être à son animal pour l'accompagner jusqu'à de toute façon une issue qui sera sans doute fatale. Et donc ça, ce sont l'ostéo va, et c'est ce qu'on apprend à nos élèves aussi, va prendre de plus en plus en charge ce genre de pathologie, dans le bien-être encore une fois, dans le soutien et dans éviter la souffrance à l'animal. En tout cas, si elle n'est pas nécessaire. Donc là, quels que soient les âges, moi je dirais que l'ostéopathie peut avoir une utilité
Oui, quel que soit le sexe, quels que soient les âges, quel que soit l'état pathologique. Bon, par contre, des fois, non, on touche pas en ostéo sans un avis vétérinaire. Ça, c'est encore une règle qui, pour moi, est pas dérogeable. Même si, encore une fois, on est capable d'avoir une idée, bah, on a eu cette idée, c'est génial. On va se faire confirmer l'idée qu'on a eue par le veto, et puis ensuite, on discute avec le veto et les gens pour savoir si on reprend en charge l'animal. Mais comme je le disais, la plupart du temps, après des chirurgies osseuses, maintenant, bah, la rééducation se fait aussi par de l'ostéopathie. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre tous ces gens. Après, quel type de pathologie? À l'origine, en gros, l'ostéopathie, elle servait sur des animaux de sport, donc les chevaux, Ouais. sur des pathologies ostéo-articulaires, musculaires, qui étaient là de temps en temps et qu'on essayait de prendre vraiment en charge pour redonner en gros quelque chose de correct à un animal sportif qui avait besoin d'être en forme physique pour son activité. C'est de plus en plus vrai aussi chez les chiens, puisqu'il y a de plus en plus de chiens qui font beaucoup d'activités sportives avec leurs propriétaires. Chez les chats, un petit peu moins, mais chez les chats, on peut avoir des tas de choses aussi, des problèmes de comportement, encore une fois, on peut avoir des compressions crâniennes, on peut avoir des troubles digestifs aussi chez tous les animaux, notamment par exemple chez les bovins. Il y a de plus en plus de Et vétos ouais. ostéo ou d'ostéo qui traitent les bovins avec leurs problèmes digestifs Mhm. en ostéopathie. Les bovins, par exemple, aussi, faut pas oublier que tous ces animaux sont ce qu'on appelle des animaux de rente. Les gens qui élèvent ces animaux l'élèvent pour leur production et évidemment pour gagner leur vie et pour essayer qu'ils produisent le mieux possible. Eh ben, l'ostéo, par un traitement là aussi préventif, régulier, ne va pas intervenir de manière individuelle. Il va intervenir sur des pathologies en gros de groupe où il va essayer, avant les mises bas, bah, de remettre en place peut-être un bassin, d'aligner toutes les choses pour que tout soit bien en place, pour que la sortie du veau, la sortie du poulain se passe le mieux possible. Et je parle de vaches ou de chevaux, mais ça se fait aussi beaucoup de plus en plus dans les élevages de chèvres, de brebis, où là aussi les naissances c'est quelque chose de très important. Bah, si on met tout de son côté au lieu d'aller soigner, faire une césarienne, si on peut l'éviter, bah, les éleveurs sont de plus en plus demandants de ça. Et comme malheureusement dans le monde rural, il y a beaucoup d'activités vétérinaires qui a disparu, les ostéopathes sont en train de prendre une certaine place s'ils le souhaitent, et les éleveurs sont très à l'écoute de ce genre de choses. Pas qu'ils vont prendre la place des vétos, là encore une fois, c'est pas le but, mais il y a une demande à laquelle les éleveurs voudraient bien qu'on réponde et qui pour l'instant n'est pas toujours satisfaite. Donc là, il y a une vraie place et c'est quelque chose qu'on développe nous de plus en plus dans les écoles et on prend bien soin à éduquer nos élèves sur les 5 ans et notamment à soigner des bovins. Alors on sait très bien que ce ne sera pas la majorité de nos élèves qui vont soigner des bovins, mais on en a toujours et ceux-là, je suis persuadé qu'ils auront du travail. Donc oui, toute pathologie. Et est-ce qu'il y a une récurrence? Est-ce qu'il faudrait aller voir l'ostéo peut-être tous les ans pour son chien ou pour son chat pour faire du préventif? On parle beaucoup de préventif, donc Mhm. prévenir avant qu'il y ait quelque chose ou avant que ça devienne plus grave. Est-ce qu'il y a justement, comme chez le vétérinaire, où on doit faire un check-up tous les ans Mhm. pour s'assurer que tout va bien et refaire le rappel de vaccin, etc. Est-ce que pour l'ostéopathie, ça fonctionne pareil? Bah, pour moi, oui, un check-up par an, franchement, c'est un minimum. Surtout, encore une fois, quand on a un animal qui travaille, ou entre guillemets, ou qui fait des activités avec nous, c'est vraiment un minimum. Les chevaux, on va dire, de club ou de propriétaires ou de sport, voient minimum l'ostéopathe une fois par an. Les chiens qui font du sport, c'est minimum aussi. Et puis après, justement, ça sera une discussion avec votre thérapeute. Bah, votre veto déjà qui pourrait vous dire bah là il y a quand même des raideurs, des trucs, ça serait peut-être pas mal de voir l'ostéo. Et puis l'ostéo qui vous dira la fréquence. Alors l'idée c'est pas d'y aller tous les 15 jours, hein, ou tous les mois, ça n'a à mon avis pas d'intérêt, Ouais. sauf s'il se blesse à chaque fois et que c'est nécessaire. Mais une fois par an, ça c'est sûr. Puis après ça va être, mais en fait votre thérapeute va vous aider à repérer quand vous en aurez besoin. Il va vous expliquer ce qu'il fait, il va vous expliquer ce qu'il voit, il va vous montrer ce qu'il voit sur votre animal, et vous allez apprendre à repérer ça sur votre animal. Donc si d'un seul coup, quand il marche, bah, il garde la queue posée sur un côté, ou son bassin est totalement vrillé à gauche, il est plus dans l'axe quand vous le voyez trotter devant vous, il est plus dans l'axe, et je parle de n'importe quel animal là, ou bien que bah, vous le voyez
dandiner d'une main, de l'autre, d'un postérieur, d'un autre. Ben là, il va vous dire, bah ça, c'est des alertes, c'est des choses qu'il faut aller voir. Il y a plein de petits chiens, quand on les voit marcher, qui ont ce qu'on appelle des luxations de la rotule, ou bien des pathologies au niveau des ligaments croisés dans leurs genoux. Ben ces chiens-là, je dis pas que l'ostéo, là, encore une fois, va pouvoir faire quelque chose, ça sera plutôt le veto, mais peut-être quand on a ce type de boiterie qui commence, bah, essayez de voir s'il n'y a pas juste quelque chose à remettre en place, ou s'il y a une raideur qui peut s'expliquer peut-être plus haut dans la hanche, ou peut-être plus haut dans le pied, qui va déclencher cette pathologie du genou. Donc voilà, le moindre petit trouble locomoteur, à mon avis, peut générer une consultation d'ostéo, sauf si c'est peut-être un défaut de placement ou une éventuelle fracture. Évidemment, tout de suite, c'est chez le véto. Mais de toute façon, ces deux soignants vont savoir vous dire, en bonne et due forme, bah, moi, je peux prendre ça en charge, ça va, c'est pas grave. Ou bien non, là, s'il vous plaît, allez voir mon confrère et puis voilà. Mais à l'origine, oui, c'était plutôt pour ce type de pathologie. Mais comme je dis maintenant, on a beaucoup aussi de problèmes au niveau de la face, au niveau du comportement, hein, le système nerveux. euh, N'importe quel être vivant fonctionne de façon euh, systématique et puis autonome. Et cette partie autonome se divise en plusieurs niveaux, sympathique, parasympathique, orthosympathique. Et là-dessus, on peut intervenir beaucoup quand on sait le faire au niveau ostéopathique. C'est-à-dire mettre un animal dans un état plutôt de crainte, de défense, ou bien dans une énergie un peu plus forte, ce qui va pouvoir aider aussi l'animal. C'est un vrai travail qu'on apprend à nos élèves, qui se fait pas en 5 minutes là non plus, mais ça peut jouer beaucoup sur un état général. Donc, la fréquence, encore une fois, oui, une fois par an, je pense que ça serait génial. Euh, il y a des assurances, je crois même, qui commencent à rembourser les frais ostéo. Donc, je pense qu'il faut pas Eh oui. hésiter, justement, Ouais. si dans son assurance, on a cette possibilité. Puis après, vous allez faire confiance au thérapeute avec qui vous vous engagez et qui s'engage avec vous, et lui vous dira, bah, bon, non, c'est pas la peine que je le revoie avant 6 mois, sauf, hein, ou avant un an. Je pense que vous pouvez faire confiance aux thérapeutes, ils vous le diront. Et comment on s'assure? D'ailleurs, on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur ben, la façon dont on approche l'animal, dont on tisse un lien, dont on construit une confiance avec lui. Est-ce que tu aurais d'autres conseils sur la manière dont on peut valider un pro avant de prendre Ok, rendez-vous avec lui? Peut-être des choses qu'on peut voir avant de prendre le premier rendez-vous. ouais, ouais, bien sûr. Alors, pour moi, la première chose, bon, déjà, il est veto ou il est pas veto. S'il est veto, est-ce qu'il est ostéo? Parce qu'ils ont passé là aussi, encore une fois, des examens post-scolaires pour ça. Donc voilà, déjà, voilà, et quelqu'un qui pratique, et s'il est référé par d'autres personnes, c'est génial. Pour les ostéos, les seuls qui ont le droit d'exercer depuis 2020, on en a parlé, ce sont des gens qui sont inscrits sur une liste. Cette liste, elle est tenue par l'ordre des vétérinaires. Donc vous allez sur le site de l'ordre des vétérinaires, vous allez sur le niveau ostéopathie animale. Ouais. Dans cette case ostéopathie animale, vous allez trouver Registre national d'aptitude, RNA, et vous allez trouver les noms par département, par territoire, de tous les gens qui sont autorisés à pratiquer ou pas l'ostéopathie sans être vétérinaire. Alors, vous ne saurez pas depuis combien de temps, mais en gros, vous avez des numéros. C'est-à-dire que l'ostéopathe animalier, l'ostéopathe humain, il est ce qu'on appelle DO. L'ostéopathe animalier, il est OA avec un numéro qui suit sa registration, pardon, son inscription au registre. Et ce numéro, en fait, bah, il va de 0, enfin 1, en gros, jusqu'à maintenant, je pense qu'on est à un peu plus de 2000 ou quelque chose comme ça, mais il y a même Ouais. pas 1500 ostéos qui sont sur ce registre en France en ce moment. Il y a plus de 16 000 vétérinaires comment, qui sont au travail en France. Donc, il y a encore, à mon avis, largement de la place pour ce travail ostéopathique qui, encore une fois, est tout nouveau. Donc, plus ils sont élevés dans le numéro, on va dire peut-être plus ils viennent de sortir de l'école. Bon. Mais ça, franchement, pour moi, ça veut pas dire grand-chose parce que s'ils sont sortis de l'école et qu'ils sont compétents et qui vous correspondent et qui correspondent à votre animal, bah, ça sera peut-être très très bien de travailler avec ces personnes-là. Donc ça peut être un repère, mais c'est pas parce qu'ils sont numéro 2 qui sont les meilleurs ostéos du monde. Là, après, ça va être vraiment quelque chose qui va se faire avec vous, avec ce que vous en avez entendu, leur approche et une discussion que vous allez avoir avec eux. Et puis avec votre animal. Croyez-moi, vous le saurez si ça va ou si ça va pas.
et entre guillemets ne vous laissez pas faire. Comme avec n'importe quel thérapeute, même vous avec votre médecin, on vous dit des choses aberrantes, vous entendez des choses qui vous correspondent pas, bah vous n'êtes pas obligé de suivre tout ce qu'on vous dit. Bon, vous n'êtes pas médecin, je le comprends, mais vous pouvez aller voir un deuxième avis. Là, ça se fait aussi. Euh, Après, je pense qu'il faut regarder aussi comment eux parlent d'eux. Tous maintenant ont une page internet, ont un Instagram, un Facebook, et puis ils ont fait certaines choses, ils ont participé à certaines choses, ils ont fait aussi certaines écoles, ils le disent. Donc quelle école? Ça c'est, je vais pas rentrer dans le débat, mais ça s'étudie. Quand on veut faire ces études-là, il y a intérêt d'aller Et voir ouais. plusieurs écoles pour choisir celle qui vous correspond. Donc toutes ces choses-là, c'est pas simple. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on va étudier, comme on va chercher le meilleur chirurgien cardiaque pour sa maman si elle a des problèmes. Pour Ouais. son chien, on va faire la même chose. On va essayer de trouver celui qu'on pense qui va être le meilleur pour son chien. Ça se trouve, croyez-moi. Moi, il a fallu que je refasse toute une équipe de professeurs ici à Paris. J'ai cherché, comme tout le monde, parce que je les connaissais Et pas ouais. avant de travailler avec eux. Il y a autre chose aussi auquel je pense, c'est peut-être le fait de continuer à se former aussi. De continuer à mettre ses connaissances à jour, ça peut être Mhm. un bon moyen de voir que le professionnel se met à jour avec les pratiques actuelles. Mhm. Et là, je vais pas blâmer les ostéos, mais la formation continue, il y en a pas des tonnes. En France en tout cas. Euh, elle arrive, elle est là, il y en a certaines, et bien sûr c'est une très bonne réflexion, il y en a beaucoup qui se forment, comme les vétérinaires se forment aussi, donc évidemment c'est quelque chose. Maintenant, là aussi ce ne sont pas des formations comme des formations véto qui sont entre guillemets reconnues, agréées par tel gouvernement, telle Oui, chose, ouais. etc. On peut aller Mhm. faire une formation de 2 jours avec je sais pas qui et dire qu'on a suivi cette formation. Est-ce que c'est un vrai repère? Pour l'instant, franchement, non. Mais de toute façon, vous le verrez, les jeunes ostéos et les autres, ils ont besoin de se former. Ils vont chercher ce genre de choses. Nous, c'est quelque chose à l'école là où on va mettre en place ce type de symposium aussi. Parce que sur Paris, par exemple, il y en a déjà eu, mais il y en a pas beaucoup, il y en a pas souvent. Donc, à nous d'amener les professionnels à former des professionnels, voire à former le public. Parce que nous aussi, en tant qu'école, et puis moi, dans ma pratique, même si je pratique plus maintenant, mais dans ma pratique de l'enseignement tous les jours, je parle d'ostéopathie tous les jours avec plein de gens. On fait des salons d'étudiants, on fait des salons, on était à Animal Expo ou des choses comme ça. On présente ce que l'on fait au grand public pour nos élèves, pour que chacun sache ce qui se fait maintenant et à quoi vous pouvez avoir accès avec votre animal. Donc voilà, ça passe vraiment par toutes ces choses-là et on se fait après sa propre idée. Pourquoi c'est si important du coup pour toi que les vétérinaires et les ostéopathes travaillent ensemble? Alors, moi, c'est important depuis, encore une fois, toujours, depuis que je suis à l'école, puisque j'ai été confronté à ça, et parce que des vétos ostéos m'ont apporté quelque chose que je n'avais pas dans ma pratique. Alors, comme je le disais, je l'ai connu au départ à travers les chevaux. Euh, une grande partie de la médecine vétérinaire équine, ça concerne les boiteries. Ça concerne le déplacement des chevaux et leur intégrité dans leur locomotion. Et une fois qu'on a posé un diagnostic, ce qu'on sait faire de mieux en mieux, et d'ailleurs grâce à des professeurs extraordinaires qu'on a en France et qui sont les meilleurs du monde, je n'ai pas peur de le dire, en fait on va amener quelques traitements. On va se servir d'un maréchal ferrant pour compenser des aplombs ou des choses comme ça avec leurs chaussures, donc avec leurs ferrures. On va amener nous des traitements médicamenteux, des injections, des traitements au laser, des tas de choses qui vont vraiment aller physiologiquement modifier par un élément étranger le fonctionnement de l'animal. Et puis ça n'empêchera pas que là encore, on a aussi besoin d'un traitement d'ostéopathie parce que ce soit en humaine ou en animal, lorsque l'on a une pathologie quelque part qui se déclenche, peut-être l'origine de ce mot est exactement là où on le voit, mais peut-être il est ailleurs dans le corps. Et donc l'ostéopathe, s'il fait son travail, comme il doit le faire à mon avis, va aller chercher l'origine, on va dire, primaire d'une Mhm. certaine dysfonction, qui peut être secondaire ou encore une fois primaire. Mais si cette dysfonction est secondaire et est due à autre chose, l'ostéo, par son travail, il va faire ce qu'on appelle une chaîne lésionnelle et il va aller chercher
ce qui se passe là. Ce qui n'est, alors je dis pas que c'est pas raisonné de cette façon-là en médecine vétérinaire, parce que évidemment le véto lui aussi va essayer de comprendre ce qui s'est passé jusqu'à l'origine. Mais ce n'est pas la même démarche. Et je pense que ça, c'est deux démarches totalement complémentaires qui, si on se donne pas les moyens de les avoir pour son propre animal, eh ben je sais qu'il va manquer quelque chose aux soins que l'on va donner à cet animal. J'en suis persuadé depuis très longtemps. Je dis pas que c'est tous les cas comme ça. Il n'y a pas besoin d'un ostéo pour aller faire forcément un vaccin. C'est pas ce que je veux dire. Mais il y a des pathologies. Alors là, je parlais pour les chevaux, mais pour les chiens et les chats, eh ben des problèmes ostéo-articulaires. Je vais parler de certaines races où on a beaucoup de ce genre de problèmes. Des carlins, des bulldogs français, ou des choses comme ça. Ces chiens-là, s'ils peuvent être vus régulièrement, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, par un ostéopathe, on peut éviter des tas de choses si on les remet en place et si on les examine tout simplement régulièrement pour éviter des hernies discales ou des choses comme ça. Après, là, par exemple, sur un bulldog français, ces chiens-là ont énormément de problèmes de malformation vertébrale. L'ostéopathe, en aucun cas, ne va vous réparer une vertèbre, évidemment. Il va la remettre en place, mais il ne va pas la réparer. Mais parfois, il en manque des morceaux de ces vertèbres, ces chiens-là. Ça, le véto va le savoir par des examens complémentaires, radio, scanner, échographie ou quoi que ce soit. Si l'ostéopathe ensuite sait ça, il va pouvoir travailler de manière beaucoup plus efficace sur le réalignement ou la réparation d'une éventuelle élongation ou douleur au niveau dorsal chez votre animal. Donc, passer l'un sans l'autre, parfois, oui, il n'y en a pas besoin. Parfois, c'est nécessaire. Même sur des problèmes digestifs, tout bête, des vomissements à répétition, des diarrhées à répétition. Alors là, le véto va essayer de vous faire un diagnostic différentiel entre un problème digestif pur, un problème intestinal, un problème de flore microbienne, un problème d'alimentation, d'allergie ou quoi que ce soit. Et puis, toujours les problèmes d'intestin sont liés à autre chose dans l'organisme, encore une fois. Lorsqu'on fait des études d'ostéopathie, on apprend évidemment comme en études vétérinaires l'embryologie, vous naissez tous de deux cellules qui vont donner un œuf, qui vont donner un embryon qui va se développer de façon pas anarchique justement, très systématique. Et vous avez des endroits qui vont devenir des choses différentes dans votre organisme mais qui viennent de la même chose. Et il reste des liens entre ces endroits-là dans votre développement embryonnaire. Les ostéos, ils savent très très bien repérer ces liens et essayer de confronter un problème avec son origine et avec d'autres choses qui ont la même origine que ce tissu qui a un problème, pour voir si ça vient pas d'ailleurs. Et donc ça, pour moi, c'est totalement complémentaire. Ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose que j'ai appris en médecine vétérinaire, mais de façon totalement différente de ce que je l'ai appris avec les ostéopathes. Et les ostéopathes m'ont beaucoup amené à cette réflexion, notamment ma femme, puisqu'elle est ostéo, encore une fois, et quand quelqu'un vous traite ou quand elle vous demande de la traiter parce que justement, la personne, elle vous explique et vous y allez, votre ressenti, croyez-moi, il va aller justement bien au-delà d'une démarche clinique classique qu'on apprend en médecine vétérinaire. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité loin de là, bien au contraire. Et le ressenti d'un ostéo, là aussi, en tant que pet parent, écoutez ce que l'on vous dit. C'est ce que j'apprends moi à mes élèves. S'ils ont un professeur devant eux qui est en train d'examiner un animal et qui leur dit quelque chose, ils doivent l'écouter, l'assimiler, et eux, par contre, ils vont être capables après d'essayer de le retrouver. Ce que vous n'allez pas forcément retrouver. Mais la consultation de l'ostéo, si elle peut être confrontée à la consultation suivante chez un véto, l'ensemble des deux va vous donner un diagnostic qui peut être parfait. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que d'avoir son bulletin de santé qui suit l'animal un peu partout, si vous oubliez de dire quelque chose, si le thérapeute oublie de poser des questions, en le lisant, on l'oublie pas. C'est écrit là. Et puis on l'a avec soi. Et croyez-moi, n'importe quelle information, même toute petite, même loin dans le temps, va vous donner quelque chose d'intéressant sur ce que vous êtes en train de gérer au tenté. Ouais, mais c'est vrai que faire travailler ces deux professions ensemble, c'est nécessaire et c'est bien aussi que les vétérinaires ouvrent leurs portes des ostéos parce que je le vois aussi, il y a des vétérinaires qui n'ont pas du coup cette spécialisation-là ou qui n'ont pas envie de se former sur une pratique différente parce qu'ils ont déjà énormément de choses déjà à traiter et donc de faire venir des ostéopathes dans leur clinique.
Je trouve ça génial. C'est vrai que ça montre aussi si le vétérinaire est open à ce genre de pratique et si il est aussi dans cette démarche de faire collaborer différentes pratiques, différents métiers pour toujours prendre encore plus en charge l'animal dans sa globalité. Et le travail des mains, je voulais qu'on y revienne très rapidement, parce que c'est vrai que c'est énorme ce qu'on apprend en tant qu'ostéopathe et du coup avoir aussi cette casquette vétérinaire ostéo et d'être suivi par un vétérinaire et un ostéopathe, je trouve ça génial. Mais le travail des mains, c'est quand même quelque chose, faut le dire. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point ça demande énormément de pratique. Donc comment tu le vois toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné en fait ou est-ce que ça s'apprend vraiment? Alors c'est super intéressant. Maintenant, je compte plus le nombre d'élèves que j'ai eu entre mes mains entre guillemets ou qu'on a formé avec des ostéos tous ensemble. C'est décourageant des fois pour eux et puis c'est extraordinaire à certains moments. C'est-à-dire qu'au début, tu perçois mais tu sens rien ou tu sais pas ce que tu sens. Et puis là, c'est ce que tu disais, tu vas avoir des individus qui arrivent et alors eux ils touchent quelque chose, tout de suite ils sentent et puis ils ont tout de suite une sensation qu'ils savent pas forcément expliquer mais ils ont une sensation. D'autres rien. Et puis au fur et à mesure du travail, parce qu'on les entraîne, on leur cache les yeux, pour toucher, il y a des pratiques qu'on invente, on fait des tas d'outils pour leur apprendre la palpation et le toucher, et les différentes profondeurs et les tissus. Et puis on les voit progresser. On les voit progresser dans leur ressenti, dans leur positionnement par rapport à l'animal, dans le positionnement de leurs mains, dans la façon dont ils s'éloignent de leur ressenti, mais où ils laissent leurs mains travailler, puis leur esprit s'échappe, mais ils ont vraiment juste un ressenti. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend, qui se fait pas en 5 minutes, même si tu es très doué. Et puis il y en a, mais je le dis très franchement, et je l'ai dit à mes élèves, il y en a au début, on se demande ce qu'ils font là, parce que ça va pas. Puis au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, oh, c'est des gens, tu les vois toucher un animal. Moi, j'ai une admiration pour eux parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de ressentir, je pense notamment sur les chevaux, quand je mets ma main sur les chevaux, je vois à peu Ouais. près, je sais ce que je ressens avec mon expérience professionnelle. Pareil sur un chien, j'ai eu des chiens, j'en ai soigné beaucoup. J'ai cette sensibilité, je le sais. Je vois quand quelqu'un avec qui je travaille ou qui est en train d'apprendre pose bien ses mains ou pas, ou est vraiment dans l'intention ou n'y est pas, ça se voit tout de suite. Puis les élèves vont passer par des hauts et des bas. Ils vont avoir des moments, oh ça y est, aujourd'hui alors j'ai tout senti, puis 2 mois après, ils vont pleurer parce qu'ils sentent plus rien. Il n'y a plus rien au bout de leurs mains. C'est pas Ok. grave, ça va revenir. C'est pour ça que je disais que quand on apprend l'ostéo, on l'apprend pas à moitié. On fait un travail avec les mains et nous, ils sont en pratique toutes les semaines. Je vais pas dire tous les jours parce qu'il y a quand même de la théorie à apprendre, mais systématiquement, quand il y a de la théorie, nous, ils ont les chiens, les chats avec eux en cours. Quand on va voir des chevaux au moins 2 fois par semaine, c'est un gros travail pour nous d'organisation, Mais mais ouais. c'est nécessaire. Il faut qu'ils posent leurs mains, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils voient, euh, pour que ça devienne en fait un automatisme. Parce que plus on a d'expérience, plus on prend d'expérience, plus la main sait travailler. Ouais, c'est comme un bon menuisier, un bon bijoutier, tous les métiers manuels, c'est comme ça. Et justement, c'est pas péjoratif ce que je dis, parce que un vétérinaire, on peut penser que c'est pas un métier manuel, mais si vous regardez travailler des chirurgiens, ce que ces gens ont dans les mains et Ouais. ce qu'ils savent faire avec leurs mains pour aller Mm. prendre des repères, aller poser des choses. Mais là aussi, ça s'apprend pas en 5 minutes, hein, ça s'apprend au bout de 5, 6, 7 ans d'école, une spécialisation après. Voilà pourquoi les études d'ostéo durent aussi longtemps. Et ça peut pas être autrement. Ça ne peut pas être Ouais. autrement. Si on veut avoir des professionnels reconnus, euh, même si encore une fois on a énormément de mal en ostéopathie à avoir des études scientifiques qui vont démontrer tout ce dont on parle depuis le début, c'est très complexe, mais c'est complexe parce que on parle de ressenti. Mesurer un ressenti entre individus, c'est compliqué. Mesurer un ressenti sur un animal, c'est compliqué. Alors il y a des méthodes de recherche qui peuvent amener des résultats, mais là aussi, il faut faire un bon travail de recherche. Ce qui n'est, pour dire la vérité, pas vraiment pour l'instant mis en place. Certaines écoles, et on y travaille, mettent en place un travail de recherche, mais il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est pas évident, parce qu'il faut des fonds, parce qu'il faut être suivi.
Et on va amener à quoi après? Nous, en tant qu'ostéo, enfin, je dis moi, mais je pratique pas, mais euh, on va pas, euh, on va pas vendre de médicaments, on va pas intéresser les laboratoires. Bon, donc il faut trouver un moyen de faire certaines études. Mais il y en a. C'est ces gens-là qu'on fait venir à des symposiums, c'est ces gens-là qu'on fait venir à des congrès pour parler de ce qu'ils ont fait. Des Suisses, des Hollandais, des Américains, des choses comme ça. En France, ça va venir, ça vient. Il y a des choses qui sont faites. Faut aller les chercher, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Mais je reviens à la main. Oui, la main, c'est du temps passé, c'est du ressenti, c'est du travail, c'est c'est ce qu'on dit aux élèves, c'est du tous les jours, n'importe quoi. Vous êtes dans le noir, vous sentez quelque chose, bah apprenez-le. On leur apprend à sentir un cheveu entre deux feuilles, sur un ballon, sur un ballon qu'on a gonflé, s'il y a quelque chose dedans, est-ce que vous allez le sentir, il est à quelle profondeur sans regarder. Ou... Il y a plein de choses comme ça, plein de travaux qu'on leur fait faire pendant leurs études, et puis évidemment sur du vivant, parce que il y a rien de mieux qu'un Eh animal oui. vivant pour essayer d'avoir cette perception sans encore une fois engager quoi que ce soit de douloureux. On ne travaille pas en force en ostéopathie. Voilà, pour moi c'est très très clair. Ouais, On c'est n'a pas besoin de force pour être ostéopathe, même pour les chevaux. Ce n'est pas ouais, nécessaire. Les gens qui travaillent en important de le force, rappeler. voilà, les gens qui travaillent en force font des bêtises la plupart du temps, et j'en ai vu. Je parle de ça il y a longtemps, mais j'ai vu des choses que je pensais jamais voir, notamment sur des chevaux. Et ben ça, je dois plus le voir. C'est pas possible. On se sert de la force de l'animal, on se sert de lui, mais lui il va pas se faire mal tout seul. Par contre, si on le contraint à un niveau trop fort, oui, il va se faire mal. Mais c'est là où on doit juger, et c'est là que l'expérience et la pratique, bah oui, 5 ans, c'est un minimum. Encore une fois. Quelle idée reçue, Charles, tu aimerais qu'on déconstruise aujourd'hui? Bah pour moi, c'est mon travail de tous les jours, avec mes élèves et les confrères avec qui je travaille en permanence, en fait. C'est que bon, les ostéos ne peuvent pas travailler avec les vétos et l'inverse est aussi vrai. On doit travailler tous ensemble. On travaille que pour une chose, en fait. On a tous fait normalement ce métier. Pourquoi? Bah, parce qu'on aime les animaux, puis parce qu'on veut les soigner et faire tout ce qu'on peut pour eux. Donc, on met au point des tas de choses tous ensemble avec une vraie sincérité, je dirais, chacun à son niveau, pour aider l'animal. Bah, je voudrais surtout pas qu'on pense que il y en ait un qui a la vérité, l'autre qui l'a pas et qu'on peut pas travailler tous Mhm. ensemble. Ça m'embêterait beaucoup. Et puis une idée reçue aussi que je vais aller au pendant de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont un don, tu l'as dit tout à l'heure, pour manipuler, ça existe, mais on n'apprend pas ce métier euh, juste comme ça, sur le tas, sans comprendre ce qu'on fait. Sans connaître son anatomie par cœur, on ne peut pas faire d'ostéo. Parce qu'on a peut-être un très bon ressenti, mais on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on ressent, et donc on ne sait pas jusqu'où on veut aller et vraiment ce qui se passe. Donc, on n'apprend pas ce métier en 5 minutes, en 15 jours, en un mois ou en 2 ans. Ça aussi, Et ouais. j'ai du mal à l'entendre encore. Franchement, j'ai beaucoup de mal à l'entendre. Parce que ça se fait Ok. encore. En 3 ans aussi, ça se fait. Mais pour moi, c'est pas normal. Ok. Je veux pas me faire que des copains, mais c'est pas normal. Et quel Voilà. message tu aimerais faire passer aujourd'hui à toutes celles et ceux qui nous écoutent? Mais en fait, faut pas avoir peur. Faut se renseigner, faut en parler autour de soi et vous verrez, c'est de plus en plus commun les soins ostéo, notamment pour tous ceux qui possèdent des petits animaux de compagnie. Je parlais des spécialités vétérinaires tout à l'heure, de la physiologie, mais je pourrais parler aussi de tous les spécialistes des nouveaux animaux de compagnie, des NAC. Il y a énormément de problèmes neurologiques au niveau de la tête, entre guillemets, sur ces petits animaux, qui ont des têtes Ouais. penchées, qui tournent en rond ou des choses comme ça. Alors évidemment, on peut mettre plein de diagnostics en place au niveau vétérinaire, mais l'ostéopathe a un gros travail aussi à faire là-dessus, au niveau crânien. Et de plus en plus, des vétos spécialisés dans les NAC font appel à des ostéos lorsqu'ils ont confiance en eux et qu'ils ont l'habitude de travailler avec eux. Et ça, je trouve ça rassurant parce que justement, ça complète totalement la médecine qu'ils vont pouvoir exercer et le diagnostic évidemment, voire le pronostic, puisqu'en fait, on met un traitement bien plus large en place. Donc, on a sans doute un pronostic qui, je l'espère, va être meilleur. Euh, et puis, sur vos animaux, bah, si vous faites des sorties régulières avec, un peu de sport avec, bah, comme pour vous, si vous aimez ça, bah, profitez des ostéopathes animaliers pour aller faire soigner vos animaux au moins une fois par an, les faire voir comme
Même au tout début, comme vous allez pour les premiers vaccins, vous pouvez aller pour une première consultation d'ostéo, même s'ils sont jeunes. Puis l'ostéo vous dira beaucoup de choses sur votre animal, vous verrez. Euh, que si vous suivez, mais vous aurez moins de problèmes après, parce qu'encore une fois, je considère beaucoup l'ostéopathie comme quelque chose de médecine préventive. Euh, Évidemment, on va traiter aussi, mais quelque part, il y a des parallèles que l'on peut faire avec la médecine chinoise qui sont là, et donc Ouais. qu'il faut pas hésiter à mettre en place, euh, quel que soit son animal. Après, évidemment, un animal pas du tout éduqué ou un animal vraiment très peu réceptif va être très difficilement pris en charge en ostéopathie, c'est évident. Essayez-le ou venez dans les écoles, dans les centres de soins que les écoles proposent, parce que là, encore une fois, on a plus de temps à passer avec vous et nos élèves sont, entre guillemets, là pour ça aussi, pour prendre ce temps et voir si ce serait nécessaire ou pas. Mais bon, faites confiance autour de vous, regardez le registre dont j'ai parlé et vous trouverez un spécialiste autour de vous. Ils sont à travers toute la France maintenant, les ostéos. Et pour finir, Charles, comme j'ai l'habitude de clôturer chaque épisode, qui aimerais-tu entendre derrière le micro d'Allopets? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer, il n'y a pas si longtemps, puisque j'étais beaucoup à l'étranger, mais quand je suis rentré, le docteur Burdisso, qui est Ouais. spécialiste en physiothérapie vétérinaire, qui travaille avec des ostéos et qui travaille, elle, beaucoup en rééducation fonctionnelle, notamment dans un grand centre hospitalier qui est en région parisienne et puis dans sa propre structure. C'est quelqu'un qui forme les vétérinaires à la physiothérapie et qui les forme avec le seul diplôme physio reconnu de façon internationale, qui est un diplôme en fait validé par l'université du Tennessee. Euh, Ok. c'est quelqu'un de très intéressant, c'est quelqu'un qui a plein de choses à dire, et puis si un jour vous avez la chance de l'entendre, vous apprendrez beaucoup de choses sur la rééducation fonctionnelle et les pathologies que l'on peut soigner Ouais. justement chez nos animaux qui sont entre guillemets handicapés, mais oui, certains quand vous les voyez, ils sont handicapés. On leur met des roulettes, on leur met des prothèses, on leur met des tas de choses, de plus en plus, mais on peut aussi les rééduquer. Et ça passe par un vrai travail, par des gens maintenant qui sont spécialistes là-dedans. Ça aussi, c'est quelque chose que les élèves vétérinaires en sortant de l'école n'ont pas vu à 100%, bien évidemment. Voilà. Donc interroger ces gens-là, ça vaut la peine. Voilà. Ça pourrait être super intéressant. Merci beaucoup pour la recommandation. On est déjà à la fin de cet épisode. Un grand merci, Charles. J'étais vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Merci à toi et merci à tous ceux qui vont nous écouter. Et puis toujours disponible de toute façon pour répondre aux questions. Puis moi, avec les élèves, encore une fois, voir cette profession se développer à travers eux, parce qu'ils sont bien sûr bien plus jeunes que moi, c'est un bonheur quand vous voyez l'enthousiasme qu'ont ces jeunes élèves. C'est une profession qui va aller très bien dans les années qui viennent. On aurait eu encore tellement de choses à se dire. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura aidé à mieux comprendre les besoins de ton animal et à mieux comprendre les coulisses de l'ostéopathie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour continuer à être de super pets parents. Alors je vous dis à très vite sur Allo Pets Podcast. Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée.